Le seul rendez-vous qui vous permet de vous ouvrir au monde, c'est ici. Expression libre, confidence sur vous et sur les autres, prise de position sur les questions majeures du moment. Ici, je vous reçois sans complaisance ni parti pris. Alors, préparez-vous, bientôt, ça sera votre tour. Pour développer la République démocratique du Congo, il faut de la politique de coopération avec l'ensemble des partenaires. Un an presque et demi aujourd'hui du pouvoir de Félix Antoine Tshilombo, où est-ce que nous avons avancé dans cette coopération multisectorielle avec les partenaires? Quel choix, quelle direction, quel accompagnement de bailleurs de fonds, et surtout dans cette coalition, qui travaille avec qui, et surtout, y a-t-il un plan de blocage du FCC majoritaire au cash ou au plan de développement du président de la République? Quels sont les ministres qui travaillent sincèrement avec Félix Antoine Tshilombo, président de la République? Comment ça se passe, ce travail au quotidien? Pour en parler, un ministre d'État, celui qui s'occupe effectivement de cette coopération, c'est notre invité du jour. Il s'appelle Guillaume Mandiolo. Monsieur le ministre, merci de nous rejoindre dans cette émission qui est en direct sur Télé 50. Merci. Bienvenue, ministre d'État. Merci. Vous êtes ministre d'État, c'est-à-dire l'un des piliers de ce gouvernement, de Ilunga Ilunkamba, avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Est-ce que vous allez nous parler sincèrement aujourd'hui de la manière dont vous travaillez? Vous connaissez ma sincérité de toujours, ça n'a pas changé pour autant. J'ai promis à la population congolaise, pendant toute ma période où j'étais encore expert de la République et par suite communicant de la République, du FCC, j'ai toujours dit ce que j'ai pensé. Et je pense que ça quand même attire un peu de sympathie ici et là. Je reste constant dans ce que j'ai fait, dans ma loyauté vis-à-vis de ceux qui m'ont nommé. Et par conséquent, je crois pouvoir être toujours dans la vérité. Installez-vous. Merci. Nous allons en tout cas parler politique, la grande politique, un peu d'économie, parce qu'effectivement dans la coopération il y a beaucoup d'argent qui circule, beaucoup de fonctionnement, de partenariat avec ceux qui viennent chez nous comme investisseurs ou ceux qui prétendent nous aider. Alors question beaucoup plus directe parce qu'on n'a pas beaucoup de temps à perdre, Guillaume Mandiolo. Vous êtes ministre de la coopération. Il y a coronavirus aujourd'hui qui dérange quasiment cette épidémie, le monde entier. Est-ce que nous allons couper les Congos du monde? Et si nous coupons les Congos du monde, comment nous allons faire pour nous émouvoir, nous débrouiller, nous en sortir, nous qui avons peu de moyens et peu d'infrastructures? Oui, c'est une question tout à fait préoccupante dans la mesure où nous dépendons beaucoup de l'extérieur, mais en même temps, c'est une question aussi vitale pour nos populations. La pandémie du Covid-19, c'est une situation très particulière qui touche quasiment tous les pays aujourd'hui, tous les continents, et par conséquent, il faut des mesures particulières aussi. Il s'avère simplement que ceux qui ont un peu plus de moyens que nous, qui ont des plans sanitaires super organisés, ont des soucis. Et comme nous ne sommes pas encore réellement frappés, jusque-là on a 2 cas, nous devons prendre des précautions. Vaut mieux souffrir en termes de coopération ou des échanges internationaux, préserver des vies, plutôt que de s'ouvrir à ce type de difficultés qu'on ne saura pas maîtriser les cas échéants. À ce sujet, à l'occasion du conseil de vendredi passé, on en a discuté. Qu'est-ce qu'il a dit le président? On a eu pendant presque 2 heures du temps des présentations du ministre de la Santé, de la situation exacte, pardon, et les perspectives éventuelles. Et finalement, il a été convenu, les chefs de l'État et les gouvernements ensemble, nous avons convenu qu'il y aura un conseil extraordinaire le mardi, donc dans 2 jours, pour statuer de l'évolution de la situation et des mesures à prendre. Mais entre-temps, sur le plan sanitaire, il a été recommandé un certain nombre de principes qui ont été communiqués par les ministres de communication, porte-parole du gouvernement, sur les aspects hygiéniques à observer scrupuleusement, les manifestations qu'il faut limiter, largement limiter, mais en attendant ces jours-là, ce sont les éléments qui ont été proposés.
Mais simplement, il va falloir attendre que les experts nous donnent des précisions, leur évaluation et ce qu'il faut faire. Vous savez que ces pays, c'est des pays de Muyembe, qui est spécialiste, le seul, le meilleur de la planète sur l'Ebola, et qui avait déjà pris des mesures extraordinaires pour pouvoir endiguer cette maladie terrible. Mais coronavirus n'est pas Ebola. Non, tout le monde a peur, même les Occidentaux qui sont très outillés. Les États-Unis ferment, la France ferme, l'Italie a déjà fermé. Et donc, malgré la présence de Muyembe, logistiquement, on ne peut pas s'en sortir. J'entends bien, mais simplement, je dis simplement ceci. Lorsqu'on a un expert de ces niveaux-là, on a la chance d'avoir un certain nombre d'éléments en termes de comment est-ce qu'on s'y prend, comment est-ce qu'on procède. Quand on n'en a pas, on tâtonne. Ici, on a quelqu'un qui est outillé, qui peut nous permettre de prendre les mesures adéquates. Il s'agit plutôt de ça. Je n'ai pas dit que Muyembe avait les capacités d'endiguer en fonction. Je viens de dire d'abord au départ qu'effectivement, notre situation sanitaire est précaire. Et par conséquent, nous ne sommes pas dans les conditions des pays comme les États-Unis, comme la France. La France qui est frappée aujourd'hui, terriblement frappée avec tout ce qu'elle a comme moyen. Donc, il y a des mesures préventives à prendre assez rapidement en riposte à ces virus qui nous arrivent. L'autre question au Conseil des ministres, le président a déploré, j'allais utiliser le terme médiocrité de la communication qui a été utilisé par votre collègue de la santé, on va dire insuffisance ou une communication inappropriée. Est-ce que vous, ministre, je sais que vous êtes solidaire avec votre collègue, ça se comprend, est-ce que vous avez pris des dispositions pour corriger cette communication de votre collègue de la santé qui s'est empressé à déclarer et contredire ce qu'il a dit, etc. Un peu d'une manière, allez, désordonnée. Bon, il est vrai qu'il y a eu quelques ratés dans la présentation de la situation, parce que c'était aussi une surprise, quelque chose de tout à fait particulier, dans la mesure où la personne concernée n'était pas forcément coopérative dès le départ et que finalement c'était pas assez évident de communiquer. Je comprends la situation, je ne suis pas là pour pouvoir... Mais le président a déploré que le ministre a mal communiqué. Ben, je comprends très bien. Ça, c'est pas un secret. Mais tout à fait, oui. il a déploré, c'est un peu normal parce qu'il s'agit de la population qui reçoit le message. Il est recommandé que la population reçoive le message de la manière la plus appropriée et qui rassure aussi. Malheureusement, dès le départ, il y a eu ces couacs. Bon, ça a été rattrapé. On ne doit pas non plus rester là-dessus. C'est quand même un monsieur très compétent, qui connaît son domaine, qui est médecin de surcroît. Ça arrive à tout le monde. Tout le monde n'a pas vocation à communiquer. Vous savez, on a fait la communication. C'est pas évident. Déjà, en temps normal, pour la communication normale, ce n'est pas évident. Lorsqu'on atteint ces niveaux de communication, sur une situation particulière des crises, oui, et qu'on n'est pas outillé pour ce type de communication, ce n'est pas non plus évident. Donc je ne peux pas, moi, jeter mes flèches sur lui en disant, non, le président, par ses propres prérogatives, a estimé qu'effectivement, il y avait un problème, on a secoué la population, on ne l'a pas rassuré suffisamment, et on doit se rattraper assez rapidement. C'est content de faire, et je pense que la séance extraordinaire du Conseil des ministres de mardi donnera un go nouveau par rapport à la situation. Guillaume Andiolo, ministre d'État, si le président de la République a été dur avec le ministre issu de sa formation d'origine, l'UDPS, c'est parce qu'il veut la cohésion et l'efficacité de l'ensemble du gouvernement. Vous êtes ministre FCC. Ce n'est un secret pour personne qu'il y a eu à un moment donné beaucoup d'inquiétudes et des malentendus entre vous, FCC, et vos partenaires du cash. Je pose cette question beaucoup plus directement. Ce malaise-là a poussé votre coordonnateur FCC, Némi Mwalanya, et le Premier ministre FCC, Ilunga Kamba, à tenir une réunion. Et vous étiez conviés, vous, les ministres d'État, et je pense que certains responsables, à cette réunion. Le président Tshisekedi s'était plaint qu'il y a des ministres qui étaient envoyés ou qui étaient instruits pour bloquer son action. Est-ce vrai? Qui vous envoie? Comment ça se passe? Permettez, ça me prendra peut-être 2-3 minutes pour expliquer la situation parce que je me suis senti à un moment donné, parmi tant d'autres, interpellé par la situation. Camus, dans L'homme révolté, dit ceci: les jours où l'innocence
sépare des dépouilles, ou plutôt les jours, les crimes séparent des dépouilles de l'innocence, par un renversement propre à notre temps, l'innocence est sommée de présenter ses justifications. Il s'avère simplement que dans ces cas particuliers, il est vrai qu'il y a une réunion autour du Cordo FCC, des VPM FCC, des militants FCC. Qu'au sortir de cette réunion-là, un certain nombre, enfin, une personne ou deux, se sont emmenés vers le chef de l'État pour lui dire ce que vous dites là. Et tout le monde avait été soupçonné, était appelé à dire qui a dit ça, pourquoi est-ce qu'il aurait dit ça. Il tenait ça d'où? Parce que ce n'est pas la substance de la réunion. Dieu merci, je n'étais pas à cette réunion. Je n'y étais pas. J'étais absent, j'étais en voyage. Dieu merci encore, dans la mesure où il avait été demandé à tous les concernés, tous les participants à la réunion, d'aller voir les chefs de leur regroupement, de parler avec eux, pour s'assurer qu'ils n'étaient pas coupables de cette opération-là. Il s'avère que moi, je suis de la BCE, piloté par le président Matenda. Je suis de l'ULDC, du ministre Rameau Tshibanda. Mais je suis surtout le ministre du quota personnel de l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Je suis d'abord dans les quotas de distribution des partages. Je suis moi, Guillaume Manjolo, le ministre de Joseph Kabila Kabange. La différence est notable et il faut qu'elle soit retenue. Ma position est celle-là. Dans les quotas réservés à ces deux hautes personnalités, les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les présidents honoraires, Joseph Kabila Kabange, avaient leur quota. Chacun a présenté les candidats qui ont été admis au gouvernement. J'en suis un pour les quotas de Joseph Kabila Kabange. C'est-à-dire que je suis dans une position de paix intérieure et extérieure olympique. Donc je ne peux pas être concerné par ça. Ça, c'est le premier élément qu'il faut expliquer. Deuxième élément. Je suis né fils de politique en 1964 à Chikapa. Mon père avait été d'abord dans le gouvernement de l'unité kassaïenne, ministre de l'agriculture, de la santé, de la justice. Je suis né à l'époque du ministre de la justice. Et par suite devenu rentré dans la territoriale. Je suis né dans les corps d'activité de l'État. J'ai du respect énorme pour la gestion de l'État, au-delà de mes sentiments personnels. Les indications m'est données par l'autorité morale du FCC de respecter les sommets de l'État, de m'assurer que mon travail participe à la promotion de la République, à la gestion correcte de la République par rapport à cette population qui demande qu'on voie un changement en termes de comportement des uns et des autres, j'essaie de l'appliquer. Mes outils que j'ai en tant qu'enfant né, grandi, élevé dans les ors des palais, pour servir la nation en tant que sacerdoce, m'indique et me dicte de ne jamais faillir à cette mission. La personne qui porte la charge de la République sur ses épaules mérite respect. Les institutions, la Constitution prévoit des mécanismes de fonctionnement que je respecte. Nous avons une chance extraordinaire que tout le monde nous envie. Une alternance pacifique, une coalition particulière. Ces pays des inventions et des commencements. Alors justement, je comprends que vous êtes en train de rassurer les uns les autres, que vous êtes républicains, respectueux, etc. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Si le président Tshisekedi se plaint, c'est parce qu'il y a certains qui insinuent, qui sont envoyés ou qu'on les coach pour bloquer quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous dire, là, l'opinion nous suive, tel que vous connaissez celui qui vous a choisi, Joseph Kabila, président honoraire de ce pays, est-ce qu'une seule fois, instruction vous a été donnée de saboter l'action de Félix Antoine Tshilombo, président de la République? Tenir ce type de propos, les imaginer un seul instant,
C'est une insulte extraordinaire adressée à la personne de Joseph Kabila Kabange. Joseph Kabila Kabange incarne l'essence de l'État et de la responsabilité, l'essence du pouvoir au sens militaire du terme. On ne discute pas avec les institutions, on ne négocie pas les positions et la hiérarchie. C'est un militaire à la base. Vous imaginez un militaire vous dire « désobéissez », ce n'est pas un militaire. Ce n'est pas un principe militaire. L'armée, c'est d'abord la discipline. Il s'est imposé cette discipline à lui-même et aux autres. Qui vous en souviennent? Fut un temps, dans les gouvernements Matata, un ministre, professeur d'université, avait manqué du respect au Premier ministre Matata. Il lui a demandé, toutes affaires cessantes, de démissionner. Qui vous en souviennent? Et il y a pléthore d'exemples dans ce sens-là. Parce que ces messieurs, me semble-t-il, avaient été professeurs à l'époque où Matata était encore étudiant, tout ça. On doit sortir de ces concepts. Que les gens, par mouvement propre, par initiation individuelle, pensent faire ça, mais qu'ils assument pleinement, mais qu'ils ne fassent pas porter cette charge honteuse sur le dos de cette haute personnalité qui ne dit rien depuis 18 ans, qui ne répond à aucune insulte, qui n'oriente personne dans ce sens malheureux. Il me semble aussi que vous et moi avions participé à une rencontre qui s'est passée à Kingakati, l'avant-dernière me semble-t-il, et la position était claire et nette. La coalition, c'est la meilleure solution que nous ayons à l'heure actuelle. Il n'y a pas une autre alternative. La République a ses institutions qui méritent respect de haut en bas, en commençant par les premiers postes, c'est-à-dire l'institution présidentielle. Il ne s'agit pas de la personne de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo seulement. Il s'agit d'une institution, la première de la République, que lui a occupée, y compris pendant 1+4, et que tout le monde devait respecter absolument. Sur quel fondement se baserait-il pour dire ne faites pas ceci, ne faites pas cela? La chute ou la faillite de ces gouvernements serait la faillite du FCC. Dans la mesure où, je clôture là-dessus, oui, la base qui permet cette coalition, c'est d'abord la majorité FCC, qui sera jugée en tant que majorité parlementaire. C'est méconnaître Joseph Kabila Kabange que de pouvoir penser un seul instant que tous ces éléments qui participent, qui composent la structuration politique et la mise en œuvre de ce qu'on attend de nous soient dénaturés sur ce type de considération. Guillaume Andiolo, le ministre d'État, demain c'est la rentrée parlementaire de mars, tout le monde redoute cette rentrée parce qu'effectivement beaucoup de ministres risquent d'avoir des lettres de questions avec des bas, des interpellations et je dirais moi-même, ça irait même jusqu'à interpeller le Premier ministre par rapport à un certain nombre de choses. Je vais poser cette question beaucoup plus directement. Vous êtes majoritaire dans ce gouvernement, vous, FCC. Qu'est-ce qui explique que vous vous comportez parfois comme des opposants dans votre propre gouvernement? Opposants, je ne comprends pas très bien la question. C'est-à-dire, vous dites que Tshisekedi, le président de la République, est là avec son pouvoir, et vous travaillerez un peu en douce, je n'ai pas dit vous personnellement, mais j'ai dit certains de vos amis, que Tshisekedi ne puisse pas avoir un mandat fructueux pour 2023, comme ça vous allez surfer là-dessus pour dire voilà, il a joué, on doit revenir. Sincèrement, je suis... à la présidence de la République, telle est ma question. Non, je ne pense pas que... Je n'ai pas encore vu, moi, personnellement, quelqu'un investir de ce type de comportement. Vous savez, il y a l'opinion... Est-ce qu'il y a franche collaboration? C'est ça ma question. Mais tout à fait. Il y a franche collaboration. Je parle pour ce que je vois et ce que j'ai fait. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas vu, moi, un collègue ministre s'est comporté de manière à pouvoir saper... On a cité votre collègue des finances qui bloque les financements des programmes du président. On a cité le ministre de la Justice, parfois qui prend des décisions, voilà, un peu alambiquées. Voilà, on peut continuer comme ça. Sur le ministre de la Défense qui n'a pas... qui ne répond pas à certaines invitations. Non, non, non. Je pense qu'il y a... On pérore un peu beaucoup
Mais substantiellement, il n'y a rien. On a parlé d'eux. On a parlé des quoi. Ministre de portefeuille qui ne signe pas les ordonnances. Mais je vous informe, très simplement, qu'au dernier Conseil des ministres, ancien Conseil des ministres des Finances, il a présenté la situation exacte des finances de la République. Les difficultés que nous rencontrons. Chaque fois qu'il prend une décision, M. Sellé, José Sellé, quand il prend une décision, il la propose au Conseil des ministres en termes de la situation de la trésorerie. Il ne les fait pas seul, il les fait en harmonie avec les VPM au budget. Et c'est présenté au Conseil, on en discute et on tire les conclusions sous l'autorité du chef de l'État. Les ministres de la Défense, que vous venez de citer, Oui. je ne vois pas ce qu'on peut lui reprocher parce que... Mais il n'a pas été à Bruxelles. Il n'a pas été à Bruxelles, ça veut dire... Tous les voyages que le président fait à l'étranger, on ne le voit pas. On dit reprise des coopérations avec la Belgique. Combien de missions il a fait en Belgique? Oui. Reprise des coopérations avec les États-Unis. Plutôt les États-Unis vont nous accompagner. Est-ce qu'on sent la participation active du ministre de la Défense? Mais tout à fait. Je suis désolé, je ne sais pas de quoi on parle là et tout. C'est-à-dire qu'entre l'opinion de la rue, les slogans et la propagande futile et la vérité, il y a une distance extraordinaire. Les ministres de la Défense est au front matin, midi et soir. Et sur ordre du chef de l'État. Ils participent au Conseil de la sécurité en permanence avec le chef de l'État. Il l'instruit quasiment tous les jours, y compris en plein conseil, il les fait sortir pour aller assumer ses missions. Ça sort d'où ça? Les ministres de la Justice, sur instruction du chef de l'État, qui disait qu'il ne fallait pas intervenir d'une manière ou d'une autre, laisser faire les juges leur travail. Ce qui fait qu'on n'a pas interrompu la moindre information judiciaire, la moindre enquête, la moindre démarche dans ce sens-là. N'a jamais été Est-ce que le interrompue. vice-ministre de la Justice était obligé de sortir après son titulaire pour aller faire contrebalance, notamment en prison? Non, mais ça c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire que Ah oui, s'il y a mais eu... c'est que si- quelque part, quand le titulaire qui est FCC fait quelque chose, l'adjoint qui est cash essaie de combler ou plutôt de contrebalancer. Vous savez, j'ai du mal à pouvoir, sur ce type de situations particulières, j'ai du mal à pouvoir, moi, justifier une démarche ou une autre. Il lui revient au vice-ministre de la Justice de pouvoir se présenter devant vous pour dire qu'est-ce qu'il a fait exactement. Ce que je sais de sciences sûres, ce sont les instructions du chef de l'État qui ont été observées scrupuleusement par les VPM, Justice et Garde des Sceaux. Jusqu'aujourd'hui, ce qu'on reproche, c'est quoi? C'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont actuellement en prison sur orientation du chef de l'État, sur exécution du VPM, Justice et Garde des Sceaux. Et Guillaume Mandiolo, vous êtes ministre de la Coopération. Le peuple souffre, la monnaie complètement dégringole, il n'y a pas de produits sur le marché, le panier de ménagères trop faible. Bon, vous nous avez dit le président, parce que vous êtes ministre de la Coopération, forcément, quand il va à l'étranger pour chercher l'investissement, vous devez être avec lui, vous savez qui nous a donné quoi. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez ramené dans le caisse de l'État? Qu'est-ce que vous avez comme nouveaux partenaires, à part les Chinois et les Turcs, qui sont déjà là depuis, et les Indiens? Non, c'est vrai qu'il fallait quand même vous présenter un petit bilan de l'évolution de la coopération. Oui. Où en sommes-nous? C'est ça. C'est bien. ça la thématique. Où en sommes-nous? Un an plus tard. Bon, pas un an plus tard, nous sommes rentrés au gouvernement. Ce qui nous concerne directement, c'est le gouvernement investi depuis le mois de septembre. Oui. Ça fait pas un an, ça fera un an au mois de septembre de cette année-ci. Ça va faire 5-6 mois. Nous sommes en avril presque. Nous sommes au mois de mars, entre septembre et aujourd'hui, Oui. ça fait plus ou moins 5 mois. Très bien. La situation de la monnaie, la fluctuation de la monnaie est liée au plan au programme qu'on a avec les institutions de Bretton Woods pour l'instant, et au blocage d'un certain nombre de comportements par rapport à la gestion du trésor. C'est-à-dire on n'a pas la flexibilité utile pour agir comme on l'aurait pu faire avant si on n'était pas en programme. Il y a des contraintes extraordinaires, mais en même temps il y a des dépenses nouvelles qui n'avaient pas été programmées suffisamment tôt. C'est-à-dire que la gratuité, par exemple, qui est quelque chose qui avait commencé depuis quelques années, mais qui devait être programmé de manière progressive. Mais comme le chef de l'État, par rapport à ce qu'il avait promis à la population, a décidé de pouvoir le faire immédiatement. Mais vous nous avez parlé de Banque africaine de développement, l'argent, les FMI l'argent, la France l'argent, pour financer la gratuité notamment. Où est cet argent? J'en viens, parce que quand je parle de la gratuité ici,
décidé de manière assez très large Et volontariste. directement par le chef de l'État, il fallait trouver les moyens et des palliatifs pour rencontrer cette préoccupation. Ce qu'on a fait maintenant avec la Banque mondiale, les fonds monétaires, il fallait trouver des mécanismes pour pouvoir accompagner cette réforme, parce que c'est une vieille réforme qui a été mise en place maintenant de manière tout à fait un peu vigoureuse. Alors, partant de là, on nous a imposé un certain nombre de critères pour pouvoir nous accompagner. C'est vrai que c'est rigoureux, mais il fallait le faire pour pouvoir bénéficier des facilités. Ce qui a été fait, c'est qui fait un peu souffrir. Mais en même temps, il y a cette histoire des recettes de l'État qui échappent totalement à l'État. Qui échappent totalement à l'État. C'est sur quoi on doit travailler. Mais très bien travailler. Vous savez que l'État perd presque chaque année entre 15 et 20 milliards de dollars. C'est un rapport qui avait été fait à l'époque déjà par l'ancien conseiller spécial du Zolo sur ce sujet-là, et que tout le monde consent à pouvoir dire qu'effectivement c'est la vérité. Donc il y a des domaines dans lesquels on doit devoir travailler. La mobilisation des recettes. D'ailleurs, au dernier conseil, on a rappelé ça. Il y a un mécanisme à mettre en place pour absolument récupérer tout ce qui échappe à l'État. Ce n'est pas encore fait ou c'est fait mollement. Il est temps qu'on puisse travailler là-dessus. Maintenant, sur la coopération. Je vous signale que depuis que je suis en charge de la coopération, j'ai signé un certain nombre d'actes avec les plus grands pour l'instant, c'est avec les Américains. 600 millions de dollars sur l'éducation. On appelle ça les intentions, Guillaume Mandiolo. Non, 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 non. Il ne s'agit pas d'intention. On appelle ça les envies. Non. On appelle ça les... Allez, bonne volonté, ça viendrait. Non, non, permettez-moi de vous contredire. Le cash, nous, on veut du cash. Non, non, il s'agit d'un cadre de coopération précis avec une programmation précise entre 2020 et 2022. C'est précis, c'est carré, c'est applicable maintenant. Ce n'est pas une projection, ce n'est pas une vue d'esprit, c'est pratique, c'est factuel. J'ai signé 600 millions. Vous n'avez pas fait de bruit, comme par hasard. Parce que vous parlez... Mais nous, on veut du concret. Mais s'il vous plaît. Attendez, 600 millions, ce n'est pas du concret qui rentre dans les caisses de l'État pour pouvoir subvenir aux besoins. Il faut que ça dans les caisses du Trésor. Oui, mais non, attention. Il faut que les programmes soient activés, actionnés. Oui, les programmes sont opérationnels. C'est-à-dire qu'on a eu un programme tout à fait light entre 2018 et 2019, qui était des montants tout à fait résiduels autour de 50 à 90 millions de dollars. Et on a fait un nouveau programme sur ma demande et sur ma négociation qui est passé à 600 millions qu'on a obtenu. J'ai signé, il se met en œuvre déjà. J'ai réuni autour de moi un certain nombre de collègues, dont notamment les ministres d'État à la décentralisation, les ministres d'État à l'EPST, les ministres à la formation professionnelle, celui de la santé, de l'agriculture, de la pêche, autour de moi pour voir comment est-ce que cet argent-là devait être dépensé sur le terrain, conformément à la déclaration de Paris qui parle de l'appropriation de l'aide et au programme d'action d'Accra. J'ai fait ce travail-là. Bientôt, tous les concernés seront sur le terrain. Décentralisation pour bénéficier d'une part par rapport au soutien à toutes les structures décentralisées aujourd'hui qui ne bénéficient pas des facilités de l'État parce que 40% doit répartir, du budget de l'État doit répartir vers les provinces, mais ça ne s'est fait pas jusqu'à aujourd'hui. La caisse de péréquation, dont les 10% doivent permettre de pouvoir soutenir les développements en province, n'est pas opérationnel, mais au moins, avec ces fonds américains, on est en mesure déjà d'agir. Avec les systèmes des Nations Unies, j'ai signé aussi ensemble avec Madame la VPM du plan sur les programmes qu'on a avec eux. Au mois de novembre ou décembre de cette année-ci, j'ai fait les états-lieux de la coopération, partenaire par partenaire. Venez voir ce que je vais devoir démontrer, ce qui aura été fait sur le terrain. C'est vrai que les peuples, pour l'instant, ne ressentent pas encore les effets. C'est ce que j'allais vous dire. Mais tout à fait, je suis en train de vous le dire. Les peuples ne ressentent pas encore les effets. Mais d'ici, normalement, en juin, on verra déjà poindre les éléments de la réaction réelle sur le terrain de ce qui se passe. Mais malheureusement aussi, on a ce problème de cette pandémie qui bloque beaucoup de mécanismes. Et ça sera votre excuse, hein, la pandémie. Je ne peux pas dire ça, vous savez. Ça sera votre excuse. J'ai fait la francophonie, M. Jean-Marie Gassamba, j'ai fait la francophonie
J'ai fait une sortie avec tous mes collègues, le comité national a fait une Oui, sortie. il y a quelques jours à peine. Le jeudi, à Kinshasa, oui. disant qu'effectivement, on continue à travailler pour pouvoir tenir les calendriers des Jeux. En tant que responsable, en tant que ministre d'État, je ne peux pas me défausser de ma responsabilité en disant, voilà, écoutez, parce qu'il y a la pandémie, non. Je continue à travailler, tout en suivant les règles sanitaires, les cas échéants, mais je continue à travailler. Et justement, parce que vous parlez de la francophonie, je vais vous poser cette question beaucoup plus directement. Nous sommes la première nation francophone, la RDC. Le 14e sommet de la francophonie, c'était une réussite. Est-ce que vous pensez avec ces Jeux de la francophonie, on n'a pas de stade, on n'a pas d'hôtel approprié, on n'a pas de véhicules, parce que tous les véhicules qui étaient réservés pour les délégations, on les voit un peu dans des bars, un peu partout maintenant, il n'y a plus rien à la logistique nationale. Est-ce que vous allez réussir ça? Votre sortie avec l'ensemble de ministres à Kinshasa au Showbiz il y a à peine quelques jours, vous semblez être optimiste et je dirais ambitieux. Est-ce que ce n'est pas trop présenté? Est-ce que ce n'est pas, vous n'avez pas été un peu trop emballé par quelque chose qu'on n'a pas maîtrisé les méandres? Non, pas trop emballé. Vous savez, on a une expérience dans ce domaine-là en termes d'expertise réelle pour avoir pratiqué ce type de rencontres à ces niveaux-là. Il m'en souvient que personne n'est parié un penny sur la RDC lorsqu'on a tenu le sommet de la SADC dans ce pays. Vous étiez avec nous. Et j'étais avec les ministres Mochibana sous l'autorité du président Kabila, où tous les pays se disaient oui, mais la RDC, ça fait longtemps, elle sort de la guerre, désordonnée, ça ne se passera pas. On a eu les meilleurs sommets de la SADC à ces jours. Aucun pays n'a atteint ce niveau-là. Ni l'Afrique du Sud, qui est un peu plus outillé que nous, ni l'Angola ici à côté. Jusqu'aujourd'hui, aucun pays n'a atteint les niveaux de cette organisation. Mais il n'y avait pas la pandémie, il n'y avait pas la crise économique. Oui, mais attendez. Vous me dites, sommes-nous en mesure? Nous sortons de la guerre, on est capable de faire un sommet extraordinaire qui est resté dans la mémoire. Très bien. Quelques temps plus tard, juste quelques mois plus tard, on fait un sommet de la CEAC. Quelques années plus tard, on fait le sommet de la francophonie. 88 pays, dont notamment la France, qui se déplacent à Kinshasa, avec tout ce qu'on sait comme comportement désobligeant, mais simplement on les gère, et ça se passe. Quelques temps plus tard, 2014, on fait les sommets du COMESA. Je participe à tous ces sommets. C'est comme quelqu'un qui passe son temps s'entraîner sur les choses. Est-ce qu'il y a la même expertise aujourd'hui? Attendez. Est-ce que les moyens logistiques vont suivre? C'est moi qui suis parti défendre les dossiers à Monaco. Il s'avère simplement que chaque mois, je reçois ici une délégation de l'OIF qui vient vérifier si les chronogrammes d'activité tiennent la route. Il s'avère que, jusqu'à preuve du contraire, ils disent que ça tient la route. Alors, je ne vois pas très bien avec cet esprit, j'entends ici et là, du DRC bashing, que l'étranger dise ça va, que les Congolais qui aiment l'autoflagellation se disent non, ça ne va pas. Et ça a été comme ça avec la francophonie. On ne pensait même pas que Hollande allait mettre ses pieds ici, ses pieds doux devaient descendre sur cette sol brûlant de la RDC. Il est venu. Je vous dis ceci, en termes d'infrastructure, j'ai aligné un certain nombre d'entreprises qui aujourd'hui sont en train déjà de discuter avec les ministres, le VPM infrastructure, c'est lui qui est l'autorité principale en termes d'infrastructure de la République. Ils sont en discussion avec les corps de métier qui est celui des architectes. Ils sont ensemble. Tout le monde a estimé que dès qu'on pose la première pierre à la fin de ce mois-ci, début du mois prochain, dans les 7-10 mois, on a les édifices finance? D'où viendra l'argent? Vous avez programmé en budget 10 milliards de dollars, les fonds monétaires, allez, vous exigent aujourd'hui la moitié. Le ministre des Finances a publié un plan de trésorerie à peu près, allez, 4-5 milliards. Vous allez trouver cet argent ou pour financer la francophonie. Et je vous signale par ailleurs, monsieur le ministre, qu'il y a aussi les 60 ans de la RDC au mois de juin ici. Oui, mais de deux choses l'une. Vous allez faire comment? Vous savez, vous avez quelques fins limiers au sein de vos équipes. Il suffit de les envoyer au niveau du Parlement pour vérifier la loi budgétaire ou la loi de finances. Chaque ministère qui est concerné par les Jeux a prévu un budget et qui est déjà pris en charge, portion par portion. Ce n'est pas un budget qui tombe comme ça sur toute l'activité des Jeux. Les gens se trompent.
Il y a une partie qu'on appelle budget investissement sur ce qu'on va devoir mettre en place comme structure, notamment les villages. Il y a les budgets de fonctionnement. Ça, c'est notamment la ville de Kinshasa et les ministères de la coopération qui ont les budgets fonctionnement. Les gros budgets investissement sur les infrastructures viennent du ministère des Sports. Tout ça c'est déjà budgétisé. C'est une quantité infinitésimale par rapport à ce qu'on pense. Ça vaut quoi construire un bâtiment aujourd'hui en RDC avec la technicité actuelle qu'on a sur le terrain, avec tout ce qu'il y a comme entrepreneur sur le terrain? Pas grand-chose. Mais seulement les gens ont une vue courte. Il faut avoir une vue un peu en profondeur, voir l'horizon. Ou plutôt, je dirais, la vue d'aigle, être au-dessus et voir en bas. On voit mieux les choses. Question, bientôt vous serez installé dans un grand bâtiment justement qu'on présente comme étant le centre à côté du département du gouvernement. On verra comment ça sera aménagé, mais la question que moi je vous pose, enfin, c'est celle que tous les Congolais se posent. Un pays se développe avec des investissements, avec de l'attractivité. Le climat des affaires est-il aménagé, plutôt assaini aujourd'hui en RDC? La ville de Kinshasa aujourd'hui peine avec son programme de propreté Kinbopeto, qui ne trouve pas les moyens et ça ne fonctionne plutôt pas bien. Comment en termes de coopération, Guillaume Manjolo, vous allez avoir des moyens et des investisseurs si déjà la ville de Kinshasa est sale, si déjà les ministres qui ont reçu les assignations pour mobiliser les moyens ont des difficultés majeures, il y a des problèmes d'insécurité. Regardez au Katanga ce que le gouverneur a demandé, même au gouverneur central, de faire. Ça fait trop de problèmes tout ça. Mais, votre coopération, vous allez la faire sur papier ou avec des moyens? Non, mais vous devez prendre problème par problème. Vous prenez tous les lots. Parlons coopération. Et puis après, on parlera. Il faut climat des affaires, par exemple. Sérions les problèmes. Oui. Climat des affaires. Il y a des mécanismes qui sont mis en place aujourd'hui par les ministères du Plan. Il y a des cellules qui sont montées au niveau de la présidence de la République par rapport à la sérénité des affaires. C'est connu. Vous savez, quand je vois le nombre d'investisseurs qui viennent en RDC, qui veulent investir en RDC... Il y a aussi des commissionnaires, hein? Non. Il y a aussi ceux qui viennent faire des aventures, ils n'ont pas d'argent. Mais on connaît. Je suis la porte d'entrée de la RDC en termes de coopération. Et par la suite, on oriente les gens vers les plans et l'ANAPI. On passe d'abord par chez moi. Je vous rassure que la demande sur la RDC est énorme. Vous avez, pas vous personnellement, les gens ont une vue très courte. La RDC, c'est un pays particulier de la transition énergétique. Et un investisseur malin sait que s'il n'est pas en RDC par rapport au cobalt, par rapport à cette perspective extraordinaire, il rate tout. Donc, peu importe la situation, il fait ce que j'ai toujours appelé la théorie du piéton imprudent. C'est-à-dire, il se lance d'abord, il verra par la suite. On ne peut pas échapper à la RDC dans les concerts de nations actuellement par rapport à la perspective de la transition énergétique. C'est impossible. Aucun investisseur ne peut vous dire, moi la RDC je ne veux pas, il y a ceci. C'est impossible. Transition énergétique, Guillaume Manjolo, Congo-Brazzaville nous donne les pions avec le bassin du fleuve Congo, les crédits carbone, on n'en profite même pas. Allez, je peux vous en parler. Plein de problèmes. On est absent partout. Non. J'ai sollicité votre indulgence pour qu'on puisse serrer les problèmes. La transition énergétique, ce n'est pas le fait de passer par rapport aux activités liées à la protection de l'environnement. Je ne parle pas de ça. Je parle du cobalt pour l'instant. Oui, d'accord. Quand je dis cobalt, je dis RDC. Il n'y a personne au monde à part la RDC. On ne peut pas se passer. Je vous informe au passage parce que vous avez un regard tout à fait fixé sur la France. La France arrête en 2023 avec les diesels pour les petites voitures. Ils font comment pour remplacer ces diesels-là par l'électrique? Mais le cobalt, il n'y a pas seulement au Congo. Hein. Le cobalt et... Vous avez la Zambie, vous avez Chili, vous avez beaucoup de pays qui produisent du cobalt. Vous savez, tout le monde avait aussi l'uranium. On est venu prendre celui de la RDC pour pouvoir confectionner les bombes d'Hiroshima et Nagasaki parce que c'est les meilleurs. Je suis désolé. On peut dire ce qu'on veut, la RDC reste numéro 1 dans ce domaine-là. Mais non, les gens peuvent dire, voilà, on ira prendre ailleurs. Ils prendront ailleurs quand? J'ai vu les entreprises qui venaient s'installer au Rwanda pour avoir du cobalt en RDC. Alors qu'ils auraient pu aller en Tanzanie ou plutôt en Zambie ailleurs. Pourquoi ils ne sont pas partis? Parce qu'ils savent très bien que les produits RDC, c'est un produit particulier. Et ça, c'est chéri par tout le monde. Donc, restons là-dessus. Aucun investisseur sérieux. J'ai reçu chez moi les GAFA. Vous dites qu'ils ne viennent pas.
Les GAFA sont passés chez moi. Oui, mais les Pour la GAFA, première fois. Ils vont installer quoi ici Mais oui, mais je Je vous sais dis. que les GAFA ont installé au Rwanda, c'est pas ce qu'il y en a en RDC. Non, mais les GAFA n'ont rien installé au Rwanda. Les GAFA sont en train de tourner autour de la RDC en passant par la RDC. C'est un peu comme on tourne autour de la proie. Ils sont venus me voir. Je leur ai dit que vous ne fonctionnez qu'avec la RDC, vous les GAFA. Google, Apple, Facebook, Amazon. Oui, on Ils ne sait. fonctionnent qu'avec la RDC. Tous les produits qui font fonctionner les GAFA sont les produits RDC, globalement. Je suis en train de travailler sur la résolution extraordinaire, sur l'embargo total, sur tout produit qui ne sera pas certifié par une instance internationale installée en RDC. De sorte que aucun produit ne pourra être sur le marché. Lorsqu'on prendra la présidence de l'Union africaine, une mission principale qui m'a été donnée par les chefs de l'État et les chefs du gouvernement, c'est notamment de faire ce travail-là. La résolution de l'Union africaine qui doit s'aligner sur les Dodd-Frank Act, sur l'origine des matières premières. Vous le ferez ça? Mais bien, tout, Avec quels moyens? Mais non, mais c'est une résolution qu'on va devoir présenter. Oui, d'accord, mais on connaît les lobbying, comment ça fonctionne. Mais vous savez, le fait d'avoir cette résolution peut déjà modifier les comportements. Le fait de ne rien avoir du tout, c'est l'anarchie, ce sont les tumultes. Les tumultes, c'est cette situation particulière qui n'a pas de règles. C'est-à-dire qu'on se tue, on s'égorge. On a eu la certification Timberley pour les diamants, mais les diamants de la ADC toujours vendus sans certification. Mais ce que je suis en train de demander aujourd'hui, c'est mieux que ça. Quoique Kimberley est opérationnel, Oui. dans une certaine mesure d'ailleurs. Mais les diamants sortent toujours. Hein, il y a une Congolaise sans qui a papier. occupé les postes, il faut quand même saluer que, bon, on connaît notre expertise. Oui. Mais simplement, avoir une résolution de l'Union africaine sur la matière première RDC, certifiée en RDC, les velléités de certains pays à nos frontières vont être atténuées, n'est-ce pas? Et en même temps, parce que ce sont les portes de sortie, vont être atténuées. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut pas se tromper, il y a des pays voisins qui créent des raffineries d'or alors qu'ils n'ont pas d'or chez eux. C'est une réalité mathématique. Comment on indique, comment on bloque ça? C'est notamment par ces mécanismes qui pousseraient éventuellement à avoir même des ruptures des relations diplomatiques avec ces pays-là. Parce qu'on ne peut plus continuer à accepter. Alors, cette rupture se justifie, les cas échéants, sur les fondements d'une résolution. On ne peut pas la justifier sur opinion propre ou sur position propre, mais c'est sur une disposition internationale consentie par tous qui nous permettrait de pouvoir dire non, mais là-dessus, vous avez failli, vous ne pouvez pas commercer avec nous. Voyez-vous? Donc, ce sont des mesures particulières Oui. dans tous les domaines qu'on est en train de pouvoir confectionner, un domaine par domaine. Donc là, je vous ai montré une situation particulière. Je reviens sur un élément, puisque vous parlez de la coopération. Oui. J'ai obtenu, et vous avez parlé de bâtiments et tout ça, j'ai obtenu au Conseil, finalement, de mettre en œuvre la CCI, la contribution communautaire pour l'intégration. Qui veut dire? C'est-à-dire qu'il y a une taxe qui est prélevée sur tous les produits qui ne viennent pas de la CEAC, qui ne viennent pas du COMESA, qui ne viennent pas de la SADC, qui rentrent en RDC. Tous ces produits doivent être taxés à une petite quantité et versés au ministre de la Coopération. Encore de l'argent qui va être détourné. Mais pourquoi vous dites ça? Souvent, vous créez des taxes et puis on ne sait pas où va l'argent. Oui, mais vous savez, on ne peut pas soupçonner le monde entier, c'est-à-dire en ce moment le monde s'arrête. C'est-à-dire qu'initier quelque chose d'aussi sui generis extraordinaire qui permet de pouvoir... Aujourd'hui, j'ai dit, j'ai 3000 agents, 3000 fonctionnaires qui n'ont pas de bâtiment, qui n'ont pas de bureau. Personne ne pense à eux pour dire comment ces gens travaillent, ces pères de famille, ces mères de Mais famille. votre bâtiment, il est immense, vous allez financer avec quoi? Mais oui, mais Et ça va prendre combien de temps? je vous réponds. J'ai dit, j'ai 3000 agents qui n'ont pas de bureau. Ils sont agents de la République, payés par la République, ils ne peuvent même pas rendre les services utiles à la République. Personne n'en parle. Aujourd'hui, je vous dis, voilà, j'ai trouvé une solution pour abriter ces gens-là. Les bâtiments CNSS qu'on a rendus à la CNSS. Oui. J'en prends 2 ailes pour abriter à la fois les Jeux de la francophonie et toute mon administration, y compris moi-même. Vous savez, je suis un ministère, comment dirais-je, des prestiges. Les ministères de la coopération dans un pays comme le nôtre, c'est la diplomatie au développement. Ce sont des diplomates. 80% de mes agents sont des diplomates de carrière. Je suis à la tête d'une diplomatie au développement. C'est inacceptable que je reçoive, parce que la plupart des pays ont les ministres des Affaires étrangères et à la fois ministre de la coopération, que je reçoive mes homologues dans les conditions qui sont les miennes. On a bien compris, on va vous donner ces Maintenant, bâtiments. Mais moi, je les finance. Oui. Je finance, je paye à la Caisse nationale de la sécurité sociale
notamment avec ce que je percevrais sur la CCI. Et en même temps, la CCI me permet de pouvoir rencontrer les besoins de notre participation à l'Union africaine, à la SADC, au COMESA, à la CEAC. En termes de contribution, on est largement en retard pour la respectabilité de la RDC, qui est une locomotive. Et les points d'ancrage d'intégration régionale en Afrique, c'est la RDC. Est-ce que je peux vous poser une question avancée philosophique? On a beaucoup de gens qui nous suivent en ce moment, les ambassadeurs notamment. Beaucoup d'inquiétudes dans les diplomates, chez les diplomates, que ce soit ici au Congo et notamment dans la diaspora. Joseph Kabila, pendant presque 18 ans, avait l'option de travailler avec la Chine notamment. Et on se rappelle 9 milliards de dollars, des programmes de 5 chantiers, etc. Aujourd'hui, on vous sent, vous, gouvernement FCC plus cash, avec le leadership du président Tshisekedi, avec un cœur Cuba aux États-Unis. Guillaume Manjolo, vous êtes dans le développement, coopération au développement, vers les États-Unis a priori, ou vous allez faire le mix des deux, et les Chinois et les Américains, enfin les Occidentaux. La RDC est ouverte. Plus directement, hein? Oui, Pas de langue de bois. Mais non, comment voulez-vous que je fasse la langue de bois? Parce que tout simplement, nous sommes en programme avec les États-Unis. Je vais vous dire ici, par rapport à la situation que j'ai signée 600 millions. Avec les Américains. En même temps, vous avez derrière vous ici un bâtiment qui est de 100 millions construit par les Chinois. Les centres culturels. Ce sont les Chinois. Ça, ce sont des vieux programmes. Mais oui, mais on continue. On n'a pas arrêté. On a lancé ça parce qu'on avait lancé le programme, on a finalisé ça pendant la gestion de l'actuel président. Donc on n'a pas stoppé ça. La coopération avec la Chine est ouverte, elle n'est pas fermée. C'est-à-dire que le fait d'avoir un panel d'options par rapport à la coopération, c'est un pays ouvert à la coopération. Il est vrai que les chefs d'État ont commencé ce chemin-là, qui n'est pas un chemin nouveau pour nous. Combien de fois les ministres Mochibande partaient aux États-Unis pour parler avec les Américains? Qui vous en souviennent? À un moment donné, on lui a même reproché d'aller donner de l'argent aux Américains pour des lobbies et tout ça. Vous avez déjà oublié? Attendez. On a fait avec tout le monde. Mais simplement, en train d'excuser là les changements de paradigme en RDC, les choix stratégiques de partenaires. Non. Il n'y a pas de changement de paradigme. Il y a simplement la mauvaise foi d'interprétation malheureuse. On interprète mal les choses. Je vous dis ici que pendant des années et des années, on a eu l'axe Amérique, l'axe Chine en permanence. Les deux étaient ouverts en permanence. D'un côté, vous aviez des personnalités de la République qui étaient tout le temps aux États-Unis pour pouvoir travailler là-dessus. Les anciens ambassadeurs comme M. Ileka qui était au Four-Molin à l'époque de New York, ceux qu'on a envoyés sur Washington, il y avait beaucoup d'activités. Qu'est-ce que vous me racontez là? Revenons dans la sous-région parce que oui, vous semblez utiliser la langue diplomatique, mais revenons dans la sous-région. La RDC était plus SADC, militairement, stratégiquement. Vous, personnellement d'ailleurs, vous avez travaillé là-dessus. Oui. Aujourd'hui, on sent la timidité vis-à-vis de la SADC. C'est assez à peine, on en parle. On est plus orienté vers l'Est. On est plus orienté vers l'Égypte. Enfin, un peu Israël. Si vous n'avez pas le soutien de la SADC, comment vous allez faire avec la coopération? Mais là aussi, vous surfez sur des choses qui ne sont assises non, mais sur... citez-moi 3 présidents SADC qui sont venus ici. Oui, mais... À part Ramaphosa, tout au début. Oui. Timidement. La vocation de la RDC, principale dès le départ, lorsqu'on a mis en place les CER, c'était d'abord la CEAC. Notre première structure, c'était la CEAC. Afrique centrale. Au début, c'était ça, et que nous avons piloté en tant que locomotive, la CEAC. Et par la suite, nous sommes rentrés au COMESA, l'ALZEP à l'époque. Et enfin, nous sommes rentrés à la SADC pour des raisons de sécurité. Non, c'est Mouzé. Oui, mais nous sommes et Joseph Kabila. C'est ce que je suis en train de dire. Qui avait assis tout ceci sur... Oui, mais attendez. Vous avez parlé CPG aussi avec Mobutu, mais moi je parle de la géostratégie actuelle, enfin récente. Je vous donne l'historique en disant, nous avons commencé, lorsqu'on a lancé les CER, les principes d'Abuja qui mettaient en place les CER avaient prévu qu'on puisse faire des structures qui soutiennent la mise en place de l'UA, qui ont continué pour pouvoir pondre à Durban
la structure actuelle de l'Union africaine en 2000. Et alors, nous déjà à l'époque, on avait été d'abord à la CEAC, on a même piloté ça. Et par la suite, nous sommes rentrés à la ZEP, devenue par la suite COMESA. Et enfin, avec l'arrivée, pour des raisons stratégiques, de protection, pour qu'on ne puisse pas saucissonner notre pays, nous a adhéré À la SADC. à la SADC. Oui. C'est ce que je suis en train de vous dire. Absolument. Donc, continuez. comme enseignant de ces matières-là à l'ENA, je vous explique effectivement, on ne peut pas ne pas être avec la SADC. On ne peut pas ne pas être avec la SADC. Il y a de la négligence. Non, mais non, ce n'est pas de la négligence. C'est question simplement il y a un timing d'activité qui est prévu. Là, par exemple... Est-ce que pour vous, la SADC, c'est l'Angola? Parce qu'on vous sent beaucoup plus angolais, trop travailler avec l'Angola, etc. La SADC, c'est l'Afrique du Sud, c'est la Namibie, c'est tous ces pays. Nous avons un partenariat très particulier avec l'Angola, notamment dans la tripartite Angola, RDC et l'Afrique du Sud, que vous connaissez très bien, qui a été laissé par le président Kabila avant qu'il ne parte, qui poursuit religieusement actuellement le président Tshisekedi. C'est une réalité qui est là. Et ça fait partie des activités de l'Afrique australe. Ce n'est pas au niveau du centre. Les rapports qu'on a avec l'Angola sont liés à nos rapports qu'on a avec l'Angola dans la tripartite Angola, RDC et l'Afrique du Sud. C'est dans le cadre de la SADC. Ce n'est pas un dehors de la SADC. Est-ce qu'on dépend de l'Angola militairement, stratégiquement? Est-ce que les Angolais ont l'ascendance sur nous? Venant de vous, ça m'étonne. Ah non, moi je pose des questions que Venant de les vous, ça Congolais se m'étonne. posent. La RDC. On voit l'influence angolaise un peu trop prononcée ces derniers temps. Hein. Venant de vous, ça m'étonne parce que tout simplement, vous savez très bien que la RDC, avec sa puissance militaire actuelle, qui ne fait que augmenter de puissance et qui grandit de plus en plus, qui prend du volume. On est parti de la 1e place, aujourd'hui à la 8e place. Lorsqu'on a discuté avec vous l'avant-dernière fois, on était à la 9e, aujourd'hui on est à la 8e place. Ce qui fait que bon, l'Angola sent que nous sommes en train de monter. Alors, ce qui a été laissé comme mécanisme par le président Kabila, aujourd'hui, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo fait ça avec maestria. Il est en train de propulser encore l'armée au firmament. On est en train d'aller beaucoup plus loin encore, une fois de plus. Question directe. Les gens du Bas-Congo, Congo central, nous suivent en ce moment, et à Brazzaville aussi. Beaucoup de débats autour de ces ponts entre Kinshasa et Brazzaville. On n'avait pas, parce que le pont en eau profonde de Banana, toujours pas lancé. Vous êtes ministre de la coopération, on a parlé de Dubaï, on a parlé des Belges. Finalement, où est-ce qu'on en est? On va mettre ce pont pour tuer Matadi ou pas? Non, mais la condition, les préalables au pont Route-Rail qui partirait Pointe-Noire, Brazza, traverser Kinshasa pour aller jusqu'à Ilebo, oui. Les préalables, en ce qui nous concerne, c'est d'abord les ports en eau profonde. Mais où est-ce qu'on en est avec ce port en eau profonde de Banana? Écoutez, on devait avoir une réunion les 19, normalement les 19 de ce mois-ci à Brazzaville, sur une table ronde sur la mobilisation des ressources par rapport à ça, pour atteindre un peu 2,5 milliards pour l'effectivité de ces projets-là, autour de la BAD. Malheureusement, avec cette histoire du Covid-19, il me semble que la réunion n'aura pas lieu. Mais la position qui est sortie d'une décision du Conseil n'a pas été amendée, modifiée jusqu'aujourd'hui. Donc vous tenez à tout prix à ce que ces ponts, plusieurs des ports en eau profonde de Banana soient lancés avant qu'il y ait les ponts, parce que semble-t-il l'argent de la BAD est déjà disponible, et il y a comme empressement de Brazzaville pour qu'on lance le pont avant qu'on fasse quoi que ce soit à Banana. Mais oui, mais nous on a notre position, Brazza peut avoir sa position, la nôtre c'est celle-là. Elle n'a pas bougé. On ne peut pas se mettre à dos nos populations par rapport à une situation sur laquelle ils ont raison. Ces populations ont raison. Et on ne peut pas se mettre à dos ces populations-là. On a décidé de manière légitime qu'on commencera, on acceptera, on se mettra en mouvement pour faire cette histoire des ponts Route-Rail à la condition de finaliser le port en eau profonde des Bananas. Ça n'a pas changé entre-temps. On peut maintenant faire des commentaires des rues et tout ça là-dessus, c'est pas un problème. Mais moi, je reste constant par rapport à ce qui a été dit. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas pris une décision contraire à celle-ci. Donc, ceux qui sont dans la diaspora aujourd'hui, on va terminer par là, Guillaume Banjolo se pose la question. Il y a beaucoup de visites en RDC, vous faites beaucoup d'audiences, vous accordez beaucoup d'audiences, le président aussi. Est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre d'investissement direct de tous ceux qui viennent vous rendre visite? Combien, à part les Américains bien sûr avec 600 millions, mais combien ont déjà signé et combien ont déjà commencé à travailler chez nous
en tant que partenaire, en tant que, allez, privé ou public ou structurel que vous avez avec d'autres pays? Oh, il y a plusieurs, je peux pas Les vous... chiffres, Non, mais les chiffres, je peux vous dire... en dollars. On peut facilement aujourd'hui, en termes d'investissement direct étranger, on a dépassé les 2 milliards aujourd'hui. C'est ce que le président avait dit qu'il avait ramené 2 milliards, mais qu'on ne voit pas. Non, non, je dis on a dépassé les 2 milliards. Déjà. On a dépassé. Mais qui sont où? Ce sont les investissements privés, s'il vous plaît. C'est-à-dire, on ne vient pas pour mettre dans vos poches directement. On vient investir dans les outils de production. Et ça prend un certain temps avant de commencer à revenir d'abord, sur l'investissement et sur le bénéfice par la suite et tout ça. Et on verra ça. On n'investit pas 1 milliard de dollars au matin, au soir, tout est déjà opérationnel. C'est pas comme ça fonctionne. Vous devez le savoir. Donc vous pensez que vous allez vous passer des Indiens et des Libanais? Mais on ne dit pas qu'on va se passer de qui que ce soit. On dit, la question qui était la vôtre, c'est de savoir s'il y a eu des investissements ou pas. Oui. Oui. L'ANAPI a publié quel chiffre? Bon, il faut voir, je ne peux pas vous donner des précisions pour l'instant, mais ce que je vous dis, c'est qu'on a dépassé les 2 milliards en termes d'investissement. D'ailleurs, l'actuel DG de l'ANAPI, qui fait un travail extraordinaire, que j'ai vu une présentation magistrale à Londres lorsqu'on était au sommet de UK. On ne le sent pas au plan national. Hein. Ah, vous ne le sentez pas? Ouais, mais vous savez pas que l'ANAPI, non. Résultat, non, mais je par rapport à l'attractivité de la RDC, piloté par l'ANAPI. Pas vous, cet exercice de mauvaise foi par chez vous. Non, je vous pose la question, parce que les Congolais vont poser la question, mais l'ANAPI fait le travail, mais les Congo bashing continuent. Oui, mais les Congo bashing, oui. L'ANAPI fait le travail pour l'attrait des investisseurs, oui, avec les facilités éventuelles. L'image de marque de la RDC. Oui, tout à fait. La protection de l'investissement, ce que vous disiez tout à l'heure, la garantie qu'effectivement, quand on a investi, il n'y aura pas de problème. Cette structure fait très bien son travail, et le DG qui l'a fait très bien son travail. On a atteint un niveau en ce qui concerne la présentation, y compris la sophistication de la présentation, meilleur qu'en d'autres temps. Il faut reconnaître ça. Bon, maintenant, il y a un délai de temps entre le moment où l'actuel gouvernement est en place et la production de ces effets-là, il y a un temps, il y a un délai. C'est-à-dire, vous êtes dans l'instantanéité. Donc, on investit aujourd'hui, on doit voir ça aujourd'hui. Mais c'est pas comme ça. Et Guillaume Mandiolo, on a vu tous les présidents, allez, des grands présidents à travers le monde quand ils voyagent. Oui. Il y a la presse, il y a aussi le patronat. Oui. Mais souvent, quand vous voyagez avec le président, on voit très rarement nos chefs d'entreprise, nos capitaines d'industrie qui vous accompagnent aux États-Unis, au Japon, un peu partout, sauf un peu au Rwanda, une ou deux fois. C'est quoi? Vous manquez d'avions, vous manquez de moyens, vous ne savez pas comment les prendre avec vous? Là, vous me posez une question sur l'institution présidentielle. Oui, d'accord. C'est pas mon rôle. Bah, vous êtes ministre d'État. Mais tout à fait, mais c'est pas mon rôle. rôle. Vous êtes dans les bagages du président. Mais non, écoutez, sur ces points précis, lorsqu'on est parti à Londres dernièrement au sommet, il y avait les entrepreneurs. Mais vous étiez en Allemagne avec le président, il n'y avait pas la FEC, hein? Non. En Allemagne, c'était une activité particulière. Oui. Ah non, non, c'était une activité politique. Politique d'abord. Mais pourquoi ne pas mélanger les deux? Ah non, ça c'était politique, c'est pas... Non, on mélange pas les deux. Les deux plutôt. Vous savez, en diplomatie, il faut faire la part des choses. Il ne faut pas mélanger la salade et tous les restes. Ici, on avait une réunion au sommet et une présentation de la situation. Qui sommes-nous? Où voulons-nous aller? Avant de commencer à entamer. Au moment où je vous parle, je suis en train de travailler sur les négociations entre l'Allemagne, les cadres de négociations entre l'Allemagne et la RDC. Et on mettra à profit la FEC et les autres structures du patronat. Ce n'est pas encore le moment. Mais vous traitez la FEC comme vos opposants au lieu de les prendre pour partenaires? Comment qui les traite comme les opposants? Ben oui, parce que Yuma, qui est le patron, il n'est pas dans le de sainteté. Mauvaise approche. À ce que je sache, la FEC, ce n'est pas une structure politique. Même si c'était le cas, nous sommes les gouvernements de la République. Que les gens s'opposent à nous d'une manière ou d'une autre, qu'ils soient avec nous, nous sommes censés... Vous les traitez de donneurs de leçons? Mais non. Vous savez, il ne faut pas tirer sur tout ce qui est nature un peu perturbante d'une manière ou d'une autre. Je ne suis pas de cette école-là. Je suis de l'école de Kabila. C'est-à-dire que j'étais les choses basses, j'ai ma perspective les choses hautes. Et mon travail, c'est celui-là. J'ai fait de la diplomatie, donc ça demande les raffinements et la hauteur. Pas m'enfoncer dans les basses considérations. Les gens peuvent, d'une manière ou d'une autre, par un mot, peut-être désobligeant, mais malheureux, sortir quelque chose. Mais les derniers discours de Yuma n'étaient pas tendres avec le gouvernement. Hein. Vous savez. Ni l'analyse de la situation politique, économique, surtout économique du pays. Les chiffres avancés, par exemple, il vous a expliqué que pour sortir le Congo, ce n'est pas l'approche qui est la vôtre aujourd'hui. Vous savez, nous sommes le gouvernement de la République. Entendre un fils de la République qui a une expertise dire, prendre une position,
on doit s'interroger, vérifier. Il ne faut pas se mettre en position des replis en disant « il est contre nous », ça ne veut rien dire du tout. Nietzsche vous dit ceci, la contradiction c'est un signe de haute culture, il faut la solliciter pour s'évaluer soi-même. Psychologie, psychanalyse. Non, 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 c'est important. Un peu de philosophie. Non, non, mais c'est important de solliciter la contradiction, sinon on se rassure soi-même, y compris dans ses propres travers. Lorsque quelqu'un vous critique, asseyez-vous, écoutez-le d'abord. Il se peut qu'il vous apporte la raison. La contradiction, c'est un signe de haute culture. Alors, c'est grand oral. Oui. Par moment. C'est grand oral, Guillaume Angelot. Je suis sûr que bon, les gens apprécient votre verbe, votre sens d'analyse, etc. Mais nous, les Congolais, nous voulons du concret. Avant les états généraux que vous allez faire d'ici la fin de l'année, vous avez dit sur la coopération, vous donnez quelles orientations? Vous donnez quoi comme méthodologie pour y arriver dans le domaine de la coopération? Qu'est-ce que les Congolais doivent retenir maintenant? Voilà ce qui se passe actuellement. C'est que on a ce qu'on appelle la déclaration de Paris, les programmes d'action d'Accra, rapidement. L'appropriation de l'aide, on fait comment? Lorsque un pays s'accorde avec vous pour vous dire, voilà, on vous apporte une aide. Les pays doivent dire, nous, la RDC qui reçoit l'aide, dans quel domaine il faut l'affecter. Dès qu'on a décidé du domaine des communs accords, voilà le domaine qu'il faut l'affecter. Je dois mettre, moi, en tant que ministre de la coopération, dans ce qu'on appelle la coopération décentralisée, du personnel de mon ministère sur les télés qui accompagne cette aide-là jusqu'au bout. De sorte que si vous avez dit que vous avez investi 1 million, que sur le terrain nous échappe à peine 200 000 pour la logistique, mais qu'il nous échappe pas 800 000 sur les 1 million. Ce qui est le cas jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire que sur 1 million investi, ou des coopérations, il y a 800 000 qui repartent en termes de fonctionnement de la logistique, il y a 200 000 seulement. Dans l'hypothèse où cette quotité-là de 1 million est censée être une dette pour nos enfants, nous portons la totalité des millions alors que nous avons... Mais vous le savez que Mandelo, vous avez toujours accepté c'est de ça que je vous parle. Que vos partenaires consomment l'argent qui déverse ici, oui, avec la complicité de vous, les cadres, les ministres, qui on vous fait acheter des maisons en Europe, aux États-Unis, vos enfants vont là-bas à Hambourg. Et le Congo est endetté à cause de l'argent qu'ils n'ont pas consommé. Vous me posez la question sur les réformes que je propose dans le cadre de la coopération. Je vous laisse continuer. Je vous réponds quasi militairement en vous disant on doit sortir de ces mécanismes anciens antédiluviens qui voulaient qu'effectivement quand on investit, on ferme les yeux, on ne sait pas ce qui se passe. Aujourd'hui, j'ai fait la coopération décentralisée. C'est-à-dire qu'il y a des antennes de coopération partout en province avec les agents, les fonctionnaires de la coopération qui suivent cet investissement-là sur le terrain et la production des effets et sa pérennité. D'une part. D'autre part, au niveau du pays où ça vient, on met aussi les antennes de coopération. On négocie en amont, on met en aval, en application et on vérifie tout ça si ça produit des effets ou pas. Vous me dites à Louisa, à Kalumbo, on a investi 1 million de $. J'arrive, il y a un petit pont qui a coûté à peine 10 000 $, alors qu'il y a 1 million qui est sorti de votre pays et que nous, on doit porter la charge. Il y aura la sanction? Écoutez, puisqu'il y aura les états généraux pour vérifier tout ça, ça sera sur des grands tableaux, on va vérifier tout ça, on va expliquer. Voilà, tel pays, la Belgique, a dit avoir investi. Puisqu'il y aura un premier problème, c'est celui-là, c'est-à-dire qu'on a une évaluation parce que je suis au courant de ce qui s'est passé entre la RDC et la Belgique depuis 2009-2010. Les pics 2009-2013, non 2010-2013, RDC-Belgique étaient de 405 millions d'euros. Vous aimez les chiffres? Je souhaitais savoir à quoi ça servit jusqu'aujourd'hui et on évaluera avec eux. Avec les Belges? Bien sûr. Même si c'est eux qui consomment une bonne partie. Ben oui, on va évaluer avec eux. Terminons ça. Terminons cette question. Élevez-vous pour qu'on termine parce que est-ce que vous avez du personnel, Guillaume Angelot, pour faire ce travail technique? Parce qu'on sait qu'au ministère de la Coopération, il y a toujours les vieux diplomates qui sont là, les enfants de ces diplomates ou ministres recommandés qui n'ont pas de compétences. Est-ce que vous avez du monde pour travailler? Fausse information à la base déjà. Il n'y a pas de vieux diplomates, des enfants des diplomates et tout ça. Il y a une sélection aujourd'hui sur concours au niveau de toutes les institutions de la République, notamment aux affaires étrangères et à la coopération. Donc ça a changé complètement. Donc vous êtes encore avec... Il y a de la technique? Oh, tout à fait. J'ai des diplomates. Je vous ai dit tout à l'heure que ce sont les gens qui font partie du corps des diplomates. Et tous ces gens-là sont outillés pour le travail. J'ai la chance d'être fils maison. J'ai grandi sous la protection et l'accompagnement
du ministre Mochibanda dans cette maison-là. J'ai fait quasiment 12 ans dans cette maison. Je connais ceux avec qui je travaille aujourd'hui. Comment on a travaillé en tant que simple expert. Ceux qui ont commencé comme ATB, qui sont montés, qui étaient chefs de bureau, qui aujourd'hui sont des directeurs. Je les connais quasiment tous. Donc, je m'appuie sur les gens avec qui j'ai travaillé, que je connais personnellement. Et tous les concours qui se sont passés, notamment à travers l'ENA et à travers les mécanismes mis en place par la République, je les connais. Je sais qui ont été retenus, quelles sont leurs compétences. Donc, sur ce plan-là, oui. les gens pas d'inquiétude, on a compris. Pas d'inquiétude. Alors, c'est vrai qu'il y a toujours des brebis galeuses et tout ça, on peut trouver ici ou là quelques failles. C'est la nature humaine, mais au fond, je vous garantis qu'effectivement, j'ai du bon personnel. Merci beaucoup pour votre grand oral. Et j'espère que vous avez convaincu. Je vous laisse partir parce que vous avez beaucoup de responsabilités. Merci. Préparez pour la rentrée parlementaire. Parce que c'est demain matin. Je ne sais pas si vous avez une question qui vous attend parce que vous n'avez pas assez de casserole. On attendra, monsieur le ministre. Merci. Allez-y. Merci. Alors, je vous donne rendez-vous très prochainement parce que maintenant, ici même, il va y avoir que des émissions assez chaudes comme ça pour que quand vous venez ici, amenez des chiffres, amenez des faits, pas des philosophies. Parce qu'ici, on va vous demander de rendre compte de ce que vous faites. À très bientôt. Le seul rendez-vous qui vous permet de vous ouvrir au monde, c'est ici. Expression libre, confidence sur vous et sur les autres, prise de position sur des questions majeures du moment. Ici, je vous reçois sans complaisance ni parti pris. Alors, préparez-vous, bientôt, ça sera votre tour.